Merci Patrick. Bonjour à vous tous et toutes. J'aborde cette brève intervention avec une infinie modestie. J'ai été une trentaine d'années un acteur de la vie politique. Je ne suis plus directement, en tout cas sur le terrain politique, et j'ai écouté avec émotion, attention, exigence personnelle les témoignages des élus qui viennent de s'exprimer. Dans leur diversité d'ailleurs, et avec cette même ligne qui fait ce qui rassemble la France, c'est-à-dire l'idée que la loi de 1905, c'est le fondement de notre République. C'est aussi d'ailleurs par rapport au monde entier une exception française que d'aucuns nous envient et à laquelle se réfèrent ces militantes, ces militantes, notamment superbes, remarquables, émouvants témoignages de Zineb. Et tous ces militants et toutes ces militantes un peu partout dans le monde nous disent: mais si vous renoncez, si vous lâchez prise, alors comment pourrons-nous, nous, continuer à tenir face au régime théocratique, oppressif, misogyne, qui, au nom d'une conception dévoyée de l'islam, nous persécute et parfois même tente de nous éliminer et parfois, hélas, réussissent à faire les victimes des attentats terroristes de janvier 2011. Voilà donc dans quel contexte je me trouve, et vous imaginez que dès à présent j'ai abandonné les papiers que j'avais écrits hier, cette nuit. Je vais y revenir, mais je ne m'y attacherai pas. Je vais y revenir quand même pour dire que c'est super d'avoir choisi le comité Laïcité République, à Patrick Hessel et à toute son équipe, d'avoir choisi d'interpeller dès maintenant notre conscience par rapport au 11 janvier 2015. Et je dis bien, au 11 janvier 2015. C'est magnifique d'avoir retenu pour nos échanges cette thématique, l'après-janvier, plus que jamais la République laïque, parce que, par cette formulation, vous nous replacez tout de suite dans le prolongement de ce mouvement d'une ampleur historique qui a soulevé le peuple de France le 11 janvier. Et en même temps, tout de suite, vous nous dites, mais pas seulement les grands principes, pas seulement les grands mots, pas seulement l'évocation des valeurs, non, le concret. Et vient le sous-titre, les élus et les pressions communautaristes. Or, ce message du 11 janvier déjà se brouille. La gauche se divise, la droite est fracturée déjà depuis un certain temps. L'extrême droite poursuit son travail d'implantation sur tout le territoire grâce à la captation, même si elle est mensongère, de la thématique républicaine et tout particulièrement du concept de laïcité laissé en déshérence. De ce point de vue, Patrick y faisait allusion, je veux pointer la gravité du dernier communiqué émanant du Parti socialiste. Il a été relayé depuis hier par une prise de position d'un représentant du Front National, connu pour être un intégriste catholique, et qui dit: le Parti socialiste
veut financer l'enseignement privé musulman au détriment de l'école publique. Et cette déclaration s'appuyant sur un texte officiel qui n'a été qu'à moitié désavoué, cette prise de position fera, n'en doutons pas, des dégâts dans l'ensemble de l'opinion publique. C'est dans ces temps troublés, c'est dans cette atmosphère grave que nous nous rencontrons. Et nous cherchons comment sortir par le haut, en disant, en nommant les choses, en nommant les problèmes, sans jamais tomber dans la discrimination, la stigmatisation de ceux qui contestent les lois de la République. Les élus qui font face sur le terrain ont beaucoup de courage. Je les admire. Je leur dis notre reconnaissance. D'autant que, dans le même temps, surgit, y compris dans une certaine gauche, immanquablement la question: et si la loi de 1905 n'était plus opérationnelle? Et si elle était devenue, entre guillemets, obsolète, comme l'avait déjà dit Nicolas Sarkozy dans son livre « La République, la religion et l'espérance » en 2004. Et puis, cette ritournelle, cette phrase qui revient comme un refrain: l'islam, deuxième religion de France, n'existait pas en 1905. Et à partir de là, de cette base, tout est bon pour les accommodements, les arrangements, les dévoiements de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le colloque d'aujourd'hui a le mérite de poser cette question sans phare. Et d'abord, pour moi, cette première observation. En général, ceux qui préconisent beaucoup de souplesse dans l'application du principe de laïcité à l'égard des Français de confession ou de culture musulmane, vous ne m'entendrez jamais parler autrement que par cette formule, de même que je parle de Français de confession ou de culture catholique, ou que je parle de Français athées, agnostiques, libres penseurs. Eh bien, tous ceux qui tirent argument de cette difficulté et qui réclament, qui argumentent pour que les religions ne soient pas maintenues dans le domaine réservé, dans la sphère privée, s'ils revendiquent si fort, si haut, le retour du religieux dans la sphère publique, on a cité l'un des universitaires les plus en vogue dans les médias nationaux, je ne le reprends pas son nom volontairement, s'ils ont cette attitude, s'ils disent qu'ils veulent tirer trop souvent, pas toujours, mais trop souvent l'islam de la marginalité, c'est qu'ils veulent restaurer le pouvoir d'influence de l'Église catholique et des églises protestantes. Et nous pourrions mettre des noms derrière ces formules. Au fond, ils entendent freiner le mouvement de sécularisation et d'émancipation des dogmes qui entraînent l'ensemble des sociétés occidentales, mais qui d'ailleurs est vivant dans les sociétés du monde arabo-musulman, pour faire vite. Et puis, je me dis que sans doute ils cherchent à stopper la progression impressionnante en France, mais qui existe aussi en Europe et aux États-Unis, du nombre d'athées, d'agnostiques, de libres penseurs. Ils constatent une rupture avec une histoire faite de 20 siècles de, je cite, racines chrétiennes. Ils redoutent une victoire encore plus complète de la République laïque. Ils voudraient revenir en arrière,
assouplir, adapter la loi de 1905. Cela signifie pour eux mettre fin à la laïcité-séparation, cette exception française dont je parlais tout au début de mon propos. Mais deuxième observation tout de suite, la pertinence de la loi de 1905 ne suffit pas. Si l'on ne se donne pas les moyens de traiter beaucoup mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici ce que j'appelle la question sociale, et j'ai quelques scrupules à parler sur ce thème après François Pupponi ou Blasy ou quelques autres, mais quand même je vais le faire. J'ai coutume de dire que la question sociale surdétermine la question religieuse. Je l'avais écrit dans mon ouvrage de Éloge à la laïcité en 2012. Mais j'ajoute aujourd'hui, même si cette dernière ne s'y résume pas. Et c'est ça qui m'a frappé dans les événements tragiques de janvier, c'est que derrière cette origine géographique, mais en fait sociale, derrière cette situation de sous-emploi, d'absence de services publics, se greffe en plus une idéologie fanatique qui, instrumentalisant une religion avec des centres politiques opérationnels, y compris en Europe, cherche à déstabiliser la France. Simplement cette notation au passage de ce que je viens de dire. Pendant 30 ans de vie publique, j'ai vainement plaidé sous tous les gouvernements, de gauche, de droite, en faveur d'une réelle péréquation des ressources entre les collectivités territoriales. Ce fut même un thème à la mode dans les années 1990. J'observe qu'aujourd'hui, le mot même de péréquation est sorti du vocabulaire politique. Ce constat à lui seul faux diagnostic de la faiblesse de la République. Troisième observation, face à la gravité des problèmes ressurgit régulièrement, et là je vais prendre position de façon carrée, sous des formes diverses, à droite et à gauche, le mirage du projet concordataire. Il suffirait, nous dit-on, d'organiser enfin l'islam de France, formule magique que des élus répètent à l'envi comme pour se rassurer. Il se réfère sans doute plus ou moins consciemment au concordat napoléonien. Or, un tel projet politique aujourd'hui n'est pas réaliste, car il méconnaît complètement la réalité de l'islam en France, une religion sans hiérarchie stable, contrairement à l'Église catholique. De surcroît, il suffit de regarder autour de nous l'extraordinaire diversité des Français de confession ou de culture musulmane. D'abord, réaffirmons tout de suite que l'immense majorité d'entre eux, l'extraordinaire, immense majorité d'entre eux, se comportent comme, eh bien, je ne vais pas reprendre la litanie de tout à l'heure, comme des Français de confession ou de culture, ou des Français athées, etc. Je ne reprends pas. En revanche, leur rapport à la religion est d'une infinie hétérogénéité, et pour cette raison d'ailleurs d'une grande richesse. Il est le plus souvent, on ne l'a pas beaucoup dit ce matin et c'est important, déterminé par le pays d'origine de leur famille, qu'elles viennent du Maghreb, du Moyen-Orient ou de l'Afrique noire. Ces origines géographiques induisent des différences de comportement. D'autant que 3 pays au moins, la Turquie, le Maroc et l'Algérie, selon les meilleurs spécialistes, entendent préserver leur influence, leur totale influence sur ces populations qui, bien qu'installées en France et parfois de conditions françaises, de statut français, sont issues de leur communauté nationale. Il faut lire les spécialistes, et notamment Gilles Kepel, pour mesurer l'inanité du projet consistant à créer de toutes pièces une sorte d'église musulmane de France. On se souvient de l'échec de Nicolas Sarkozy,
Tout gouvernement qui s'y essaierait aboutirait au même résultat. Et pour rendre concret ce que je suis en train de dire, imaginons un instant ce que pourrait être l'accueil par les fidèles musulmans d'une promotion d'imams sortant d'un institut de théologie musulman officiel et dûment estampillé d'un diplôme de la République. Je parle bien sûr uniquement là de la dimension religieuse. Ils seraient, ces imams, tout aussitôt l'objet de vives attaques de la part de leurs coreligionnaires, formés eux dans les prestigieuses mosquées du Moyen-Orient et donc perçus comme légitimes. Sans compter en outre que ni l'Arabie Saoudite, ni la Turquie, ni le Maroc, entre autres, n'accepteraient ce qu'ils considéreraient comme une forme de néo-impérialisme occidental. L'État doit toujours réfléchir à deux fois avant de se mêler de toute ingérence au sein d'une religion, quelle qu'elle soit. L'histoire nous l'a appris. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi de 1905 a mis fin, entre autres, il y en avait d'autres, au concordat napoléonien. Mais cette règle élémentaire de prudence est devenue une condition de la paix civile s'agissant de l'islam aujourd'hui. Est-ce que ça signifie que réaffirmer ce principe ne conduit à sous-estimer les problèmes concrets qui se posent sur le terrain? Pas du tout. Par exemple, moi, je constate, comme vous, que depuis les années 1930, il y a un assouplissement important des constructions du financement des constructions de lieux de culte. Et donc, quand je vois que le ministre de l'Intérieur préconise dans une interview du Monde qu'on pourrait procéder par voie amphithéotique, par garantie d'emprunt, voire même à la marge financer la dimension culturelle, cela ne me choque pas. Je trouve que c'est de bonne et saine gestion. En revanche, je me dis, comment expliquer que des collectivités territoriales aient construit et remis entre les mains d'une association locale, souvent d'ailleurs sous influence d'un pays étranger, une mosquée construite sur les deniers de contribuables? Et je me dis, plutôt que de passer par ce type de fonctionnement, pourquoi ne pas avoir un contrat de location qui permet à tout moment à la collectivité territoriale de rester maîtresse de ce qui est son patrimoine. En revanche, je vais en terminer par là, il ne peut y avoir aucune concession concernant l'égalité de statut de la femme et des minorités sexuelles. Il faut que les pouvoirs publics interviennent tout de suite et de façon immédiate et de façon complète. Quand est signalé un cas de polygamie, quand est signalé, comme on nous le disait tout à l'heure, un cas de mariage forcé. De même, la mixité à l'école ne se négocie pas. De même, à l'hôpital public, ce n'est pas à la femme, ou plutôt au mari ou au grand frère de la femme de confession musulmane de choisir le sexe du médecin qui viendra l'examiner. Et puis, et j'en termine par là, venons-en à l'essentiel. Nous considérerions comme une faute politique grave toute remise en cause de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux à l'école, souvent appelée loi sur le foulard islamique, et de la loi de 2010 interdisant le voile intégral. Merci de nous l'avoir permis. Renoncer à ces textes, à peu près entrés dans la vie courante, serait donner un signal de faiblesse aux ennemis de la République et encourager les pressions sur les jeunes femmes dans un certain nombre de quartiers livrés au communautarisme. Ce serait une défaite pour toute la condition féminine. Ceux qui, à gauche, militent en faveur de l'abrogation
de ces deux textes commettent une erreur historique et ils se comportent en compagnons de route, j'emploie volontairement une formule bienveillante, de l'islamisme, alors qu'ils croient lutter contre une forme de discrimination, voire contre une résurgence de néocolonialisme. Ils se trompent et mettent en danger les progrès récents du statut de la femme en France. Mais ce serait un autre débat. Je vous remercie de votre attention.